Le 14 mars 1997, Julien Marchand, 23 ans, entre dans la maison d'arrêt de Dijon pour purger une peine de 6 mois pour vol de voiture. 3 semaines plus tard, il n'existe plus. Aucune trace de sortie, aucun transfert enregistré, aucun document officiel ne mentionne sa libération ou son décès. Les registres pénitentiaires indiquent simplement qu'il a quitté sa cellule le 4 avril au matin pour l'atelier de menuiserie. Il n'y est jamais arrivé. Pendant 20 ans, sa mère frappe aux portes des administrations, des commissariats, des tribunaux. Personne ne peut lui expliquer comment un détenu disparaît d'une prison de haute sécurité. En 2017, un ancien surveillant pénitentiaire brise le silence. Marcel Dufour, retraité depuis 8 ans, contacte un journaliste de France 3 Bourgogne. Il affirme que Julien Marchand n'a jamais quitté la prison vivant. Selon lui, le jeune homme aurait été victime d'une agression mortelle dans les couloirs de la zone disciplinaire, un secteur rarement surveillé par les caméras. Dufour explique qu'un pacte de silence aurait été imposé au personnel présent ce jour-là. Les autorités pénitentiaires démentent immédiatement ces accusations, qualifiant les propos de pure invention. Mais les questions demeurent. Comment un homme peut-il disparaître d'une prison sans laisser la moindre trace administrative? Qui avait intérêt à faire disparaître Julien Marchand? Et surtout, pourquoi le personnel de la maison d'arrêt a-t-il attendu 20 ans avant de parler? Cette affaire révèle les failles d'un système pénitentiaire où certaines vérités restent enfermées derrière des murs de silence. L'histoire de Julien Marchand commence comme une simple incarcération de routine. Elle se transforme en l'une des énigmes les plus troublantes du système carcéral français. Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans ces couloirs en avril 1997. Au printemps 1997, Dijon vit au rythme tranquille d'une ville de province. La maison d'arrêt située avenue Albert Ier héberge environ 400 détenus dans des conditions de surpopulation chronique. Les cellules prévues pour une personne en accueillent souvent 2 ou 3. Les tensions entre détenus sont fréquentes, les surveillants débordés. C'est dans ce contexte difficile que Julien Marchand arrive le 14 mars, condamné pour un vol de voiture commis à Auxonne. Il doit purger 6 mois fermes. Sa mère, Eliane Marchand, caissière dans un supermarché Leclerc, lui rend visite chaque dimanche sans exception. Julien n'est pas un criminel endurci. Né en 1974 à Chenôve, banlieue populaire de Dijon, il a grandi dans une famille modeste mais aimante. Après un CAP de mécanique, il enchaîne les petits boulots sans jamais trouver de stabilité. En février 1997, sans emploi depuis plusieurs mois, il dérobe une Renault Clio pour impressionner des amis. La police l'arrête le soir même. Son casier judiciaire vierge ne suffit pas à éviter la prison. Le juge prononce une peine exemplaire pour freiner une vague de vols de véhicules dans l'agglomération. Julien accepte sa condamnation avec résignation. Les 3 premières semaines d'incarcération se déroulent sans incident notable. Julien partage sa cellule avec Thomas Lebrun, un détenu de 32 ans condamné pour escroquerie. Les 2 hommes s'entendent bien. Julien participe aux activités de l'atelier de menuiserie 3 matinées par semaine. Il écrit régulièrement à sa mère, lui promettant de reprendre sa vie en main à sa sortie. Lors de la visite du dimanche 30 mars, Eliane trouve son fils fatigué, mais déterminé. Il lui parle d'un projet de formation professionnelle. Rien ne laisse présager la tragédie à venir. Le vendredi 4 avril 1997, Julien quitte sa cellule à 7h30 comme chaque matin d'atelier. Le surveillant de l'étage, Claude Bertrand, l'escorte jusqu'au palier. Julien emprunte alors le couloir menant aux ateliers, situés dans l'aile ouest du bâtiment. Ce trajet d'une centaine de mètres traverse une zone transitoire peu surveillée, entre les quartiers d'habitation et les locaux d'activité. Selon le registre de présence de l'atelier, Julien n'arrive jamais à destination. À 9h, l'animateur de l'atelier signale son absence. On pense d'abord à un malade resté en cellule. Mais lorsque les surveillants retournent chercher Julien, ils découvrent sa cellule vide. Thomas Lebrun, son codétenu, affirme ne pas l'avoir vu depuis le départ matinal. Les recherches s'organisent immédiatement dans l'établissement. On fouille les ateliers, les coursives, l'infirmerie, les parloirs. Aucune trace de Julien Marchand. La direction ordonne un comptage général. Tous les détenus sont présents, sauf lui. Les registres de sortie ne mentionnent aucun transfert ni aucune libération. Julien Marchand a littéralement disparu entre sa cellule et l'atelier de menuiserie. Cette disparition déclenche une enquête interne
qui ne mènera nulle part. Avant de continuer cette histoire troublante, je voudrais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Écrivez en commentaire de quelle ville vous suivez cette enquête sur la disparition de Julien Marchand. Si vous aimez les récits d'affaires non résolues et de mystères français, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations. Et si cette histoire vous captive déjà, laissez un like pour nous encourager à continuer de déterrer ces dossiers oubliés. Maintenant, replongeons dans les couloirs de la maison d'arrêt de Dijon. Le 4 avril 1997 restera gravé comme le jour où l'impossible est devenu réalité dans la maison d'arrêt de Dijon. Ce vendredi matin commence comme tous les autres. Les surveillants ouvrent les cellules à 7 heures précises. Les détenus affectés aux ateliers se préparent pour leur matinée de travail. Julien Marchand enfile son survêtement gris réglementaire et attend devant sa porte. Claude Bertrand, surveillant depuis 15 ans, effectue sa ronde habituelle. Il compte les détenus, vérifie les présences, escorte le groupe jusqu'au palier du 2e étage. Tout semble normal. Julien fait partie du dernier groupe à quitter l'étage. 3 autres détenus l'accompagnent dans le couloir menant aux ateliers. Claude Bertrand les regarde s'éloigner avant de refermer la grille de sécurité derrière eux. C'est la dernière fois qu'un membre du personnel le voit vivant. Les 3 autres détenus affirment que Julien marchait derrière eux. Au bout du couloir, ils tournent à gauche vers l'atelier de ferronnerie. Julien doit continuer tout droit vers la menuiserie. Personne ne prête attention à lui. Chacun rejoint son poste de travail sans se retourner. À 9 heures, Pierre Morel, animateur de l'atelier de menuiserie, effectue son appel. 5 détenus sont présents sur les 6 attendus. Julien Marchand manque à l'appel. Pierre suppose une maladie ou un changement de dernière minute. Il téléphone au poste de sécurité pour signaler l'absence. Le surveillant de permanence consulte les registres. Aucun détenu n'a été porté malade ce matin. Aucun changement d'affectation n'a été enregistré. Une légère inquiétude commence à poindre. On demande à Claude Bertrand de vérifier la cellule de Julien. Le surveillant grimpe jusqu'au 2e étage. La cellule numéro 247 est vide. Le lit de Julien est fait, ses affaires personnelles sont rangées sur l'étagère. Son codétenu Thomas Lebrun est parti à l'atelier de reliure une demi-heure plus tôt. Aucun signe de lutte, aucun désordre. Claude Bertrand ressent un malaise. Un détenu ne peut pas disparaître dans une prison. Il alerte immédiatement sa hiérarchie. Le chef de bâtiment, Gérard Fontaine, ordonne une fouille complète. Tous les surveillants disponibles sont mobilisés. On inspecte chaque recoin de l'aile ouest. On interroge les détenus présents dans les ateliers. Les parloirs sont vérifiés, l'infirmerie est passée au peigne fin. Les cuisines, les douches, les placards techniques font l'objet de recherches minutieuses. On examine même les vides ordures et les locaux de maintenance rarement utilisés. Rien. Julien Marchand semble s'être évaporé. À 10h30, la direction de l'établissement est informée. Le directeur, Jean-Paul Mercier, convoque une réunion de crise. L'hypothèse d'une évasion est immédiatement écartée. Aucune alarme n'a été déclenchée, aucune sortie n'a été forcée. Les caméras de surveillance des zones sensibles n'ont rien enregistré d'anormal. On fouille les archives vidéo du matin. Les caméras du hall d'entrée, de la cour de promenade et des parloirs fonctionnent normalement. Mais le couloir reliant les cellules aux ateliers, considéré comme une zone de circulation interne, n'est pas couvert par la vidéosurveillance. C'est précisément dans cet angle mort que Julien a disparu. Cette absence de caméra s'explique par des restrictions budgétaires. En 1997, toutes les prisons françaises ne sont pas entièrement équipées. Certaines zones restent sans surveillance électronique. Le couloir de l'aile ouest fait partie de ces espaces négligés. Thomas Lebrun, le codétenu de Julien, est immédiatement interrogé. Il raconte que Julien s'est levé normalement ce matin-là. Ils ont échangé quelques mots sur le petit déjeuner médiocre. Julien semblait calme, sans inquiétude particulière. Il n'a mentionné aucun problème, aucune menace. Thomas n'a rien remarqué d'inhabituel dans son comportement. Il confirme que Julien est sorti de la cellule en même temps que lui, avant que chacun ne parte vers son atelier respectif. Les 2 hommes ne s'entendaient pas particulièrement bien, mais n'avaient aucun conflit. Thomas ne sait rien de plus. Les 3 détenus qui accompagnaient Julien dans le couloir sont interrogés séparément. Leurs témoignages concordent. Julien marchait derrière eux à quelques mètres de distance. Aucun d'eux ne l'a vu bifurquer ou s'arrêter. Ils ont simplement continué leur chemin vers leur atelier sans se préoccuper de lui.
Ces témoignages confirment que Julien a bien emprunté le couloir, mais n'est jamais arrivé à destination. Entre le moment où Claude Bertrand l'a laissé partir et celui où Pierre Morel a constaté son absence, il s'est écoulé environ 90 minutes. C'est dans ce laps de temps que Julien a disparu. La police est officiellement saisie le vendredi après-midi. Le commissariat central de Dijon envoie une équipe d'enquêteurs dirigée par le capitaine Laurent Dupuis. Les policiers commencent par auditionner l'ensemble du personnel de service ce matin-là. Chaque surveillant doit expliquer où il se trouvait et ce qu'il a vu. Les témoignages restent vagues. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. Le capitaine Dupuis ordonne une nouvelle fouille complète de l'établissement. Cette fois avec des chiens policiers. Les maîtres chiens explorent les sous-sols, les combles, les espaces techniques. Aucune trace de Julien. Le soir même, Eliane Marchand est informée de la disparition de son fils. Elle arrive à la prison en état de choc. Comment peut-on perdre un détenu dans une prison? Le directeur tente de la rassurer en évoquant une confusion administrative possible. Peut-être Julien a-t-il été transféré par erreur vers un autre établissement. Eliane refuse de croire à cette explication. Son fils lui aurait écrit, il l'aurait prévenu. Elle exige de voir les registres, les documents officiels. On lui oppose le secret de l'enquête. Elle repart sans réponse, rongée par l'angoisse et l'incompréhension. Le week-end passe sans développement. Les recherches continuent mais ne donnent rien. Le lundi 7 avril, l'affaire commence à fuiter dans la presse locale. Le Bien public titre en une sur la disparition mystérieuse d'un détenu à la maison d'arrêt de Dijon. L'article soulève des questions embarrassantes sur la sécurité de l'établissement. La direction pénitentiaire régionale publie un communiqué lapidaire affirmant que toutes les pistes sont explorées. En réalité, les enquêteurs sont dans le brouillard complet. Julien Marchand s'est volatilisé sans laisser le moindre indice. Cette disparition défie toute logique. Le capitaine Laurent Dupuis prend l'affaire très au sérieux. Policier méthodique de 45 ans, il a déjà enquêté sur plusieurs dossiers complexes en Côte d'Or. Mais une disparition en milieu carcéral constitue une première dans sa carrière. Il constitue une équipe de 6 enquêteurs chargés d'explorer toutes les hypothèses. La première piste consiste à vérifier si Julien aurait pu quitter l'établissement légalement. Les registres de sortie sont épluchés, ligne par ligne. Aucun document ne mentionne un transfert, une libération conditionnelle ou une extraction médicale. Julien devait rester incarcéré jusqu'au 14 septembre 1997. Les enquêteurs examinent ensuite l'hypothèse d'une évasion. Ils inspectent minutieusement tous les accès de la prison. Les murs d'enceinte de 5 mètres de hauteur sont intacts, sans trace d'escalade. Les grilles, les portes, les systèmes de verrouillage fonctionnent normalement. Les rondes de surveillance n'ont signalé aucune anomalie durant la nuit du 3 au 4 avril. Les chiens policiers n'ont détecté aucune odeur suspecte menant vers l'extérieur. Si Julien a tenté de s'évader, il n'a laissé aucune trace. Cette hypothèse paraît rapidement irréaliste. Comment un détenu peut-il franchir les sécurités d'une maison d'arrêt sans aide extérieure? L'enquête se tourne vers le personnel pénitentiaire. Chaque surveillant en service le 4 avril est longuement interrogé. Le capitaine Dupuis cherche d'éventuelles complicités. Un surveillant aurait-il pu faciliter une évasion? Aurait-il reçu de l'argent pour laisser passer Julien? Les vérifications bancaires ne révèlent aucune transaction suspecte. Les surveillants interrogés semblent sincèrement déconcertés par cette disparition. Claude Bertrand, le dernier à avoir vu Julien, subit plusieurs auditions. Son emploi du temps est vérifié minute par minute. Rien ne permet de le soupçonner. Il était présent à son poste toute la matinée. Les enquêteurs s'intéressent ensuite aux autres détenus. Julien avait-il des ennemis dans la prison? Quelqu'un aurait-il pu lui vouloir du mal? Les investigations révèlent que Julien était un détenu discret, sans histoire. Il ne faisait partie d'aucun groupe, ne participait à aucun trafic. Thomas Lebrun confirme que Julien passait son temps à lire et à écrire des lettres. Il n'avait de conflit avec personne. Les codétenus interrogés le décrivent comme un jeune homme réservé, presque effacé. Rien dans son comportement ne suggérait qu'il préparait une évasion ou craignait une menace. Une piste intéressante émerge mi-avril. Un détenu anonyme fait passer un mot au capitaine Dupuis. Il affirme que Julien aurait été agressé par un groupe de détenus influents quelques jours avant sa disparition. Cette agression se serait produite dans les douches communes. Le détenu ne donne pas de nom, mais évoque une dette de tabac non remboursée. Les enquêteurs explorent cette piste avec sérieux.
Ils interrogent les détenus présents aux douches entre le 1er et le 3 avril. Aucun témoin ne confirme une quelconque agression. Plusieurs détenus affirment même n'avoir jamais vu Julien aux douches collectives. Cette piste s'effondre rapidement. Le détenu qui a transmis l'information refuse de répondre aux questions. Il prétend avoir entendu une rumeur sans pouvoir la vérifier. Les enquêteurs soupçonnent une manipulation destinée à égarer l'enquête. Dans le milieu carcéral, les fausses informations circulent facilement. Certains détenus aiment brouiller les pistes par jeu ou par vengeance contre d'autres prisonniers. Le capitaine Dupuis décide de ne pas s'attarder sur cette hypothèse. Il concentre ses efforts sur des éléments factuels vérifiables. La disparition de Julien reste un mystère sans explication rationnelle. En mai 1997, les recherches s'étendent au-delà de la prison. Les enquêteurs explorent la possibilité que Julien se soit caché quelque part à Dijon après une évasion réussie. Son signalement est diffusé dans tous les commissariats de Bourgogne. Sa photo circule dans les gares, les hôtels, les foyers. Aucun témoignage fiable ne parvient aux enquêteurs. Éliane Marchand diffuse des avis de recherche dans le quartier de Chenôve où son fils a grandi. Elle interroge ses anciens camarades, ses ex-collègues. Personne n'a eu de nouvelles de Julien depuis son incarcération. Il semble avoir disparu de la surface de la terre. Les comptes bancaires de Julien sont placés sous surveillance. Aucune opération n'est enregistrée après le 4 avril. Son livret d'épargne contenant 800 francs reste intouché. Si Julien s'est évadé, il survit sans argent, sans papier, sans contact avec sa famille. Cette hypothèse devient de moins en moins crédible. Les proches de Julien sont également surveillés discrètement. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait se manifester auprès de sa mère ou d'un ami. Les semaines passent sans le moindre signe. Éliane Marchand sombre dans une profonde dépression. Elle refuse d'envisager que son fils soit mort. En juin 1997, le capitaine Dupuis rédige un rapport d'étape pour sa hiérarchie. Il conclut que toutes les pistes traditionnelles ont été explorées sans résultat. Aucun élément ne permet d'expliquer la disparition de Julien Marchand. L'hypothèse de l'évasion paraît hautement improbable. Celle d'un accident au sein de la prison n'est pas documentée. Aucun corps n'a été retrouvé dans l'établissement malgré les fouilles répétées. Le rapport soulève une question dérangeante. Et si Julien n'avait jamais quitté la prison? Et si quelque chose s'était produit à l'intérieur des murs, quelque chose que personne ne veut révéler? Cette hypothèse inquiète la direction pénitentiaire. Si un détenu a été victime d'une violence fatale au sein de l'établissement, cela impliquerait une dissimulation collective. Les surveillants auraient-ils caché un drame pour éviter les sanctions? Certains détenus auraient-ils éliminé Julien pour des raisons inconnues? Le capitaine Dupuis demande l'autorisation d'effectuer des fouilles plus intrusives dans la prison. Il souhaite sonder les murs, examiner les canalisations, explorer les fondations. Sa demande est refusée. La direction estime que de telles recherches perturberaient gravement le fonctionnement de l'établissement. L'enquête entre dans une phase de stagnation. Durant l'été 1997, l'affaire quitte progressivement les pages des journaux. L'opinion publique s'intéresse à d'autres sujets. Le parquet de Dijon classe l'enquête en septembre sans suite faute d'éléments nouveaux. Officiellement, Julien Marchand reste porté disparu. Son dossier pénitentiaire est archivé avec la mention énigmatique « Évasion présumée, le 4 avril 1997 ». Cette conclusion administrative ne convainc personne, surtout pas Éliane Marchand. Elle continue ses recherches seule, écrivant aux autorités, aux associations, aux médias. Pendant 20 ans, elle se battra pour découvrir la vérité. Sa ténacité finira par payer. Au fil des années, plusieurs pistes émergent puis s'effondrent. En 1999, un homme ressemblant à Julien est signalé à Marseille. La police locale procède à une vérification. Il s'agit d'un sans-abri qui n'a aucun lien avec l'affaire. En 2002, un détenu de la maison d'arrêt de Lyon affirme avoir partagé une cellule avec Julien sous une fausse identité. L'enquête démontre rapidement qu'il s'agit d'une affabulation. Le détenu espérait obtenir une remise de peine en échange de son témoignage. Ces fausses pistes épuisent Éliane Marchand, qui ne sait plus à quoi se raccrocher. En 2005, une rumeur persistante circule dans le milieu carcéral dijonnais. Plusieurs anciens détenus affirment que Julien aurait été tué par un codétenu psychotique durant un accès de violence. Son corps aurait été dissimulé dans les sous-sols de la prison avant d'être incinéré dans la chaufferie.
Cette théorie macabre attire l'attention du nouveau procureur de Dijon. Il ordonne une expertise technique de la chaufferie et des conduits de ventilation. Les analyses ne révèlent aucune trace de combustion humaine. Les registres de maintenance de la chaufferie sont examinés. Rien d'anormal n'a été signalé en avril 1997. Cette piste repose sur des oui-dire impossibles à vérifier. Les enquêteurs ne parviennent pas à identifier le détenu psychotique mentionné dans les rumeurs. Aucun patient psychiatrique n'était incarcéré à Dijon en avril 1997. Les dossiers médicaux de l'établissement ne mentionnent aucun incident violent impliquant Julien. Le procureur conclut que cette rumeur n'est qu'une légende urbaine, née de l'imagination morbide de certains détenus. L'affaire est à nouveau classée. Éliane Marchand refuse cette conclusion. Elle engage un détective privé pour continuer les recherches. Les résultats restent décevants. En 2008, un article dans Le Parisien relance brièvement l'intérêt médiatique pour l'affaire. Un journaliste d'investigation évoque l'hypothèse d'un réseau d'évasion organisé par des surveillants corrompus. Selon cette théorie, plusieurs détenus auraient été exfiltrés de prisons françaises contre rémunération entre 1995 et 2000. Julien aurait pu bénéficier de ce réseau. Les autorités démentent catégoriquement l'existence d'un tel système. Aucune preuve ne vient étayer cette thèse. Les enquêteurs notent cependant que les finances de Julien ne lui auraient pas permis de payer une évasion organisée. Cette piste est abandonnée faute d'éléments concrets. Un témoin inattendu se manifeste en 2011. Un ancien gardien de la paix à la retraite contacte Éliane Marchand. Il affirme avoir travaillé sur une enquête parallèle concernant des disparitions suspectes dans plusieurs prisons françaises durant les années 90. Selon lui, Julien ferait partie d'une série de cas non résolus présentant des similitudes troublantes. Des détenus disparaissent sans explication, toujours dans des zones de circulation peu surveillées. Les dossiers sont systématiquement classés comme évasion. Le gardien suggère une dissimulation organisée au niveau national pour masquer des dysfonctionnements graves du système pénitentiaire. Cette théorie conspirationniste ne convainc pas les autorités. Le gardien retraité ne peut fournir aucun document officiel prouvant ces allégations. Il évoque des notes de service détruites, des rapports censurés, des pressions hiérarchiques. Les enquêteurs considèrent qu'il s'agit d'un ancien policier aigri cherchant à attirer l'attention. Éliane Marchand veut néanmoins creuser cette piste. Elle contacte les familles d'autres détenus disparus mentionnés par le gardien. Certaines histoires présentent effectivement des points communs avec celles de Julien. Mais aucun lien direct ne peut être établi entre ces affaires. Chaque disparition possède ses propres spécificités. En 2013, une émission de télévision consacrée aux énigmes criminelles évoque l'affaire Julien Marchand. Des téléspectateurs appellent pour signaler des informations. Un homme affirme avoir vu Julien dans un bar de Beaune en 2003. Une femme prétend l'avoir croisé à la gare de Lyon-Part-Dieu en 2007. Ces témoignages tardifs ne peuvent être vérifiés. Les enquêteurs soulignent que la mémoire humaine est peu fiable après plusieurs années. De nombreuses personnes confondent les visages ou inventent des souvenirs sous l'influence médiatique. Aucun de ces témoignages ne débouche sur une piste sérieuse. La plus étrange des théories émerge sur des forums internet en 2015. Des internautes spécialisés dans les affaires non résolues suggèrent que Julien aurait pu être victime d'une expérimentation médicale clandestine. Certaines prisons auraient servi de terrain d'essai pour des protocoles pharmaceutiques illégaux. Des détenus auraient disparu après avoir participé à ces programmes. Cette hypothèse digne d'un roman d'espionnage ne repose sur aucun fait avéré. Les archives médicales de la maison d'arrêt de Dijon ne mentionnent aucune étude clinique en 1997. Julien n'avait signé aucun consentement pour participer à des tests médicaux. Les enquêteurs officiels rejettent toutes ces théories alternatives. Pour eux, l'explication la plus probable reste l'évasion non détectée. Julien aurait profité d'une faille de sécurité pour quitter la prison. Il vivrait désormais sous une fausse identité quelque part en France ou à l'étranger. Cette conclusion ne satisfait ni Éliane Marchand ni les observateurs attentifs de l'affaire. Trop d'éléments ne concordent pas avec cette hypothèse. Comment expliquer l'absence totale de traces bancaires? Comment Julien aurait-il survécu 20 ans sans papier d'identité? Pourquoi n'aurait-il jamais contacté sa mère, qu'il aimait profondément? Ces questions restent sans réponse. En 2016, Éliane Marchand écrit une lettre ouverte au ministre de la Justice.
Elle réclame la réouverture de l'enquête et la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les disparitions en milieu carcéral. Sa lettre circule sur les réseaux sociaux et recueille plusieurs milliers de signatures de soutien. Le ministère répond par un courrier administratif froid, rappelant que l'affaire a été classée faute d'éléments nouveaux. Eliane refuse de baisser les bras. Elle contacte des associations de victimes, des avocats spécialisés. Elle cherche désespérément un nouvel angle d'attaque. La vérité lui échappe depuis presque 20 ans. L'acharnement d'Eliane impressionne certains journalistes. En janvier 2017, un reporter de France 3 Bourgogne décide de réaliser un documentaire sur l'affaire. Il commence à recueillir des témoignages d'anciens surveillants et détenus ayant connu Julien. La plupart refusent de parler, invoquant l'oubli ou l'absence de souvenirs précis. Quelques-uns acceptent des interviews anonymes. Leurs déclarations restent évasives, sans apporter d'informations décisives. Le journaliste sent néanmoins que certains témoins cachent quelque chose. Leur malaise est perceptible derrière les phrases convenues. L'un d'eux finira par craquer. Son témoignage bouleversera l'affaire. Le 12 mars 2017, Marcel Dufour compose le numéro de téléphone de France 3 Bourgogne. Ancien surveillant pénitentiaire de 62 ans, retraité depuis 2009, il demande à parler au journaliste qui prépare le documentaire sur Julien Marchand. Il dit avoir des informations importantes à révéler. Le journaliste Bruno Le Maire accepte de le rencontrer dans un café discret de Dijon. Marcel arrive tendu, le visage marqué par des années de silence. Il commande un café qu'il ne boira pas. Pendant 2 heures, il raconte ce qu'il a vu le 4 avril 1997. Son récit glacera Bruno Le Maire. Marcel Dufour était de service ce matin-là dans l'aile ouest de la maison d'arrêt. Vers 8 heures, il effectuait une ronde dans le couloir menant aux ateliers. Il entend des éclats de voix provenant d'un local technique rarement utilisé. Cette pièce exiguë sert normalement au stockage de matériel d'entretien. La porte est entrouverte. Marcel s'approche et découvre une scène violente. 3 hommes encerclent Julien Marchand. L'un d'eux est un surveillant qui l'identifie immédiatement. Éric Gaillard, connu pour ses méthodes brutales avec les détenus. Les 2 autres sont en civil. Marcel ne les a jamais vus auparavant. Julien est plaqué contre le mur, le visage tuméfié. Éric Gaillard le maintient fermement par le col. L'un des hommes en civil lui pose des questions d'une voix agressive. Marcel ne comprend pas les mots, mais perçoit la menace. Julien semble terrorisé. Il nie quelque chose avec véhémence. L'homme en civil le frappe violemment au ventre. Julien s'effondre. Marcel reste pétrifié derrière la porte. Il sait qu'il ne devrait pas être là. Éric Gaillard se retourne brusquement et aperçoit Marcel. Leurs regards se croisent. Le surveillant fait un geste sans équivoque, dégage immédiatement. Marcel Dufour obéit par réflexe. Il recule lentement puis rebrousse chemin vers son poste. Son cœur bat à tout rompre. Il vient d'assister à quelque chose de grave, quelque chose qui sort complètement du cadre réglementaire. Qui sont ces hommes en civil? Pourquoi interroge-t-il un détenu dans un local technique? Et surtout, pourquoi Éric Gaillard participe-t-il à cette scène? Marcel hésite à prévenir sa hiérarchie, mais la peur le paralyse. Éric Gaillard n'est pas n'importe qui dans la prison. C'est un surveillant influent, proche de la direction, redouté par ses collègues pour son caractère autoritaire. Dénoncer Éric pourrait coûter cher à Marcel. 20 minutes plus tard, l'alarme de disparition retentit. Julien Marchand est porté manquant. Les recherches s'organisent dans tout l'établissement. Marcel participe aux fouilles avec les autres surveillants. Il retourne discrètement vers le local technique. La porte est fermée à clé. Il colle son oreille contre le battant. Aucun bruit. Il n'ose pas insister. Durant toute la journée, il observe Éric Gaillard. Le surveillant semble parfaitement calme, presque indifférent à l'agitation générale. Il répond aux questions des enquêteurs avec assurance. Marcel comprend que quelque chose de très grave s'est produit, mais il choisit le silence. Les jours suivants, Marcel vit dans l'angoisse. Il s'attend à ce qu'Éric Gaillard le convoque pour le menacer. Mais rien ne se passe. Le surveillant l'ignore complètement, comme s'il l'avait oublié. Marcel interprète ce silence comme un avertissement implicite. Tu n'as rien vu, tu ne diras rien. Il se conforme à cette loi tacite. Lors des interrogatoires de police, il affirme ne rien savoir. Il ment aux enquêteurs en soutenant qu'il n'a rien remarqué d'inhabituel ce matin-là. Sa lâcheté le ronge, mais la peur est plus forte. Éric Gaillard reste en poste plusieurs années encore, avant de prendre sa retraite en 2003.
Marcel Dufour porte ce secret pendant 20 ans. Il quitte l'administration pénitentiaire en 2009 sans avoir jamais parlé. Sa conscience ne lui laisse aucun répit. Il pense régulièrement à Julien Marchand, à sa mère qui cherche désespérément la vérité. Plusieurs fois, il décide de se manifester puis recule au dernier moment. La peur des représailles, même des années après les faits, le tétanise. C'est le documentaire annoncé sur France 3 qui déclenche sa décision. Marcel réalise qu'il ne pourra pas emporter ce secret dans sa tombe. Il doit parler, quelles qu'en soient les conséquences. Son témoignage pourrait enfin éclairer le mystère. Bruno Le Maire enregistre l'intégralité du récit de Marcel Dufour. Le journaliste mesure l'importance de cette révélation. Pour la première fois, un témoin direct brise le silence. Marcel accepte d'apparaître à visage découvert dans le documentaire. Il sait que cette exposition le mettra en danger, mais il assume son choix. Bruno contacte immédiatement le procureur de Dijon pour l'informer de ce nouveau témoignage. Le parquet décide de rouvrir l'enquête. Des convocations sont envoyées à tous les surveillants en poste en avril 1997. Éric Gaillard, aujourd'hui âgé de 68 ans et retraité en Ardèche, est placé en garde à vue. L'arrestation d'Éric Gaillard provoque un séisme dans le milieu pénitentiaire bourguignon. L'ancien surveillant nie catégoriquement les accusations de Marcel Dufour. Il affirme ne pas se souvenir de cette matinée particulière. Il reconnaît avoir été strict avec les détenus, mais nie toute violence excessive. Les enquêteurs fouillent son domicile à la recherche de documents compromettants. Ils ne trouvent rien de significatif. Éric refuse de donner le nom des 2 hommes en civil mentionnés par Marcel. Il prétend que cette scène n'a jamais eu lieu, que Marcel affabule pour se rendre intéressant. Sans preuve matérielle, l'enquête piétine à nouveau. Les 2 hommes en civil restent non identifiés. Aucun registre de visite externe à la prison ne mentionne leur présence le 4 avril 1997. Marcel Dufour ne peut fournir de description précise. Il se souvient seulement de leur allure professionnelle, de leur autorité naturelle. Étaient-ils des policiers, des agents de renseignement, des membres d'une organisation criminelle? Les enquêteurs explorent plusieurs hypothèses. Julien aurait-il pu être témoin d'un trafic au sein de la prison? Aurait-il détenu des informations compromettantes, justifiant un interrogatoire musclé? Rien dans son passé ne suggère une telle implication. Le mystère s'épaissit. Le documentaire de Bruno Le Maire est diffusé sur France 3 Bourgogne en mai 2017. Le témoignage de Marcel Dufour bouleverse l'opinion publique. Éliane Marchand découvre pour la première fois ce qui a pu arriver à son fils ce matin-là. Elle s'effondre en larmes devant les caméras. Après 20 ans d'incertitude, elle obtient enfin un début d'explication. Mais cette révélation soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Que voulaient ces hommes à Julien? Pourquoi l'ont-ils agressé? Et surtout, qu'est-il devenu après cette scène violente? Le local technique est-il devenu sa tombe? Suite à la diffusion du documentaire, le parquet ordonne une fouille approfondie de la maison d'arrêt de Dijon. Le local technique mentionné par Marcel Dufour fait l'objet d'une expertise scientifique poussée. Des échantillons de poussière et de matériaux sont prélevés sur les murs et le sol. Les analyses ADN ne révèlent aucune trace de sang ni de matière organique suspecte. 20 ans après les faits, les preuves matérielles ont disparu. Le local a été repeint à plusieurs reprises. Le sol a été refait en 2005. Les experts se soulignent qu'il est impossible de prouver qu'une agression mortelle s'y est déroulée. L'espoir de retrouver des indices tangibles s'évanouit. Les enquêteurs tentent d'identifier les 2 hommes en civil. Ils consultent les archives de tous les services de police et de renseignement susceptibles d'avoir mené des opérations dans les prisons en 1997. Aucune trace d'intervention officielle à la maison d'arrêt de Dijon ce jour-là. Les services concernés nient toute implication. L'hypothèse d'une opération clandestine ne peut être ni confirmée ni infirmée. Certains enquêteurs évoquent discrètement la possibilité d'agents infiltrés du milieu criminel. Julien aurait-il pu croiser dans la prison quelqu'un qui le connaissait de l'extérieur? Quelqu'un qui avait des comptes à régler? Cette piste reste hautement spéculative. Le rôle exact d'Éric Gaillard demeure flou. Malgré plusieurs auditions, l'ancien surveillant maintient sa version. Il ne se souvient de rien. Son casier disciplinaire révèle plusieurs plaintes de détenus pour violence entre 1995 et 2003. Aucune n'a abouti à des sanctions sérieuses. Éric était protégé par sa hiérarchie
qui le considérait comme un élément ferme nécessaire pour maintenir l'ordre. Les enquêteurs découvrent également qu'Eric entretenait des relations troubles avec certains détenus influents. Des témoignages évoquent des arrangements, des passe-droits accordés en échange de services. Ces révélations dessinent le portrait d'un surveillant corrompu, mais rien ne relie directement ces pratiques à la disparition de Julien. Un élément troublant émerge en juillet 2017. Les enquêteurs retrouvent un ancien registre de maintenance mentionnant une intervention dans le local technique le 5 avril 1997, soit le lendemain de la disparition. Une entreprise externe est venue réparer une fuite d'eau. Les ouvriers auraient constaté des dégâts inhabituels sur un mur. Le rapport mentionne vaguement des traces de choc, comme si quelque chose de lourd avait heurté la cloison. Les enquêteurs tentent de localiser les ouvriers concernés. L'entreprise a fait faillite en 2005. Retrouver les employés s'avère complexe. L'un d'eux est décédé, les deux autres sont introuvables. Cette piste s'enlise rapidement. Marcel Dufour subit des pressions après la diffusion du documentaire. Des lettres anonymes le menacent de représailles pour avoir parlé. Il reçoit des appels téléphoniques nocturnes sans interlocuteur. Sa voiture est vandalisée en août 2017. La police locale ouvre une enquête pour intimidation de témoins. Marcel refuse de se laisser intimider. Il continue à collaborer avec les enquêteurs, fouillant sa mémoire pour retrouver le moindre détail oublié. Son courage impressionne Eliane Marchand, qui le remercie publiquement. Pour la première fois depuis 20 ans, elle sent que la vérité peut encore émerger, mais les obstacles restent immenses. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire durant l'été 2017. Des journalistes mènent leurs propres investigations. Plusieurs anciens détenus acceptent enfin de témoigner anonymement. Ils confirment qu'Eric Gaillard était un surveillant violent qui jouissait d'une impunité totale. Certains évoquent des passages à tabac dans les zones non surveillées. D'autres parlent de trafic organisé avec la complicité de gardiens corrompus. Ces témoignages dressent le tableau d'une maison d'arrêt dysfonctionnelle où la loi du plus fort prévalait. Dans ce contexte, la disparition d'un détenu gênant devient plausible. Mais aucun témoin ne peut affirmer avec certitude ce qui est arrivé à Julien. En septembre 2017, un détail intrigant refait surface. Les enquêteurs retrouvent dans les archives une note de service datée du 10 avril 1997. Ce document interne demande aux surveillants de ne plus utiliser le local technique pour le stockage et ordonne sa fermeture temporaire. La raison invoquée, travaux de maintenance urgents. Cette note n'a jamais été mentionnée dans l'enquête initiale. Elle suggère que la direction savait qu'il s'était passé quelque chose dans ce local. Les enquêteurs convoquent Jean-Paul Mercier, l'ancien directeur de l'établissement, aujourd'hui retraité. Il affirme ne plus se souvenir des circonstances exactes de cette note. Ces réponses évasives alimentent les soupçons. La presse spécialisée évoque ouvertement la possibilité d'une dissimulation institutionnelle. Des experts en administration pénitentiaire soulignent que la disparition d'un détenu constitue une catastrophe pour la carrière d'un directeur. Certains auraient pu être tentés d'étouffer l'affaire pour préserver leur réputation. La théorie d'un pacte de silence impliquant plusieurs acteurs gagne du crédit. Marcel Dufour n'aurait été qu'un témoin parmi d'autres ayant choisi la lâcheté. Combien de surveillants ont vu ou su sans jamais parler? Cette omerta carcérale explique pourquoi l'enquête initiale a échoué. Personne ne voulait vraiment découvrir la vérité. En novembre 2017, le procureur de Dijon organise une conférence de presse pour faire le point. Il confirme la réouverture officielle de l'enquête sur la base du témoignage de Marcel Dufour. Il annonce que plusieurs pistes sont explorées, mais refuse de donner des détails. Il appelle les témoins potentiels à se manifester en garantissant leur protection. Personne ne répond à cet appel. L'omerta reste totale. Le procureur reconnaît que sans éléments nouveaux décisifs, l'affaire risque de rester non résolue. Eliane Marchand, présente lors de cette conférence, lance un appel émouvant. « Quelqu'un sait ce qui est arrivé à mon fils. J'implore cette personne de parler. » Les mois suivants n'apportent aucune avancée significative. Les enquêteurs continuent à auditionner d'anciens surveillants et détenus sans obtenir de témoignages déterminants. Eric Gaillard refuse toujours de coopérer. Faute de preuves, il ne peut être poursuivi. Le système judiciaire se heurte à une omerta impénétrable. En mars 2018, exactement 21 ans après la disparition de Julien, l'affaire est à nouveau classée sans suite. Le parquet évoque l'impossibilité de progresser sans nouveaux éléments. Cette décision provoque l'indignation
des associations de victimes. Eliane Marchand refuse de baisser les bras. Elle sait désormais que son fils a été victime d'une violence dans cette prison. Aujourd'hui, plusieurs questions demeurent sans réponse. Qui étaient les deux hommes en civil présents dans le local technique? Quel lien avait-il avec Julien Marchand? Pourquoi l'interrogeait-il de manière aussi brutale? Julien est-il mort ce matin-là ou a-t-il survécu à l'agression? Si oui, qu'est-il devenu? Son corps a-t-il été dissimulé quelque part dans la prison? A-t-il été évacué secrètement? Les hypothèses restent nombreuses, mais aucune ne peut être prouvée. L'affaire Julien Marchand illustre les failles du système pénitentiaire français et la difficulté de faire éclater la vérité quand l'institution elle-même semble l'avoir enfouie. 28 ans après les faits, Eliane Marchand continue son combat. Aujourd'hui âgée de 79 ans, elle refuse de renoncer à découvrir ce qui est arrivé à son fils. Elle a créé une association de familles de détenus disparus qui recense plusieurs cas similaires en France. Son action a permis d'attirer l'attention sur les zones d'ombre du système carcéral. Plusieurs réformes ont été adoptées pour améliorer la traçabilité des détenus. Mais pour Julien, il est trop tard. Le jeune homme de 23 ans reste officiellement porté disparu. Son sort exact demeure inconnu. Eliane espère encore qu'un jour quelqu'un aura le courage de parler. Marcel Dufour n'a jamais regretté son témoignage malgré les menaces subies. Il vit aujourd'hui dans le sud de la France sous surveillance policière discrète. Il répète qu'il aurait dû parler dès 1997. Son silence a peut-être permis aux responsables d'échapper à la justice. Cette culpabilité le ronge chaque jour. Il espère que son courage tardif inspirera d'autres témoins à sortir de l'ombre. Éric Gaillard, lui, est décédé en 2022 sans avoir jamais avoué quoi que ce soit. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Les deux hommes en civil n'ont jamais été identifiés. Leur rôle dans cette affaire reste le plus grand mystère de cette histoire tragique. Si vous avez été captivé par cette enquête sur la disparition de Julien Marchand, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres affaires mystérieuses qui hantent l'histoire française. Laissez un like si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue et partagée. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, accident dissimulé, crime organisé ou défaillance du système. Votre avis nous intéresse. La vérité sur la disparition de Julien Marchand reste enfouie quelque part entre les murs de la maison d'arrêt de Dijon. Peut-être qu'un jour, un nouveau témoin brisera enfin le silence définitivement.